un événement choquant a secoué le Burkina Faso. Le commandant militaire, formé et armé par le pays qu'il avait juré de défendre, a pris une décision radicale: intercepter un convoi stratégique et retourner les armes contre ses propres soldats. C'est là que la réponse d'Ibrahim Traoré a déconcerté le monde entier. Plutôt que de réagir par la violence immédiate, il a choisi une approche différente, une décision audacieuse qui allait redéfinir la gestion de crise. Pourquoi a-t-il fait ce choix et quelle a été l'ampleur de ses conséquences? Ibrahim Traoré, face à une trahison inimaginable, devait prendre une décision stratégique. La situation était délicate et les enjeux étaient colossaux. Le convoi militaire, composé de véhicules blindés et d'équipements essentiels, était sous contrôle des traîtres. Une escalade violente aurait pu entraîner des pertes humaines massives, mais Traoré savait que ce n'était pas la solution. Il a promis au peuple du Burkina Faso que la situation serait résolue avec intelligence, pas avec des frappes militaires aveugles. Il a affirmé que même si le monde entier pensait qu'il était faible ou naïf, il comptait sur la raison et la stratégie pour vaincre la trahison. Ce choix marquait un tournant majeur, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour l'avenir du Burkina Faso. À travers cette crise, il allait prouver qu'un leadership éclairé pouvait triompher là où la violence échouait. Mais une question demeurait: sa stratégie allait-elle fonctionner ou serait-ce sa plus grande erreur? Le matin du mardi où tout a basculé, le convoi militaire suivait une routine apparemment ordinaire sur l'autoroute N1, transportant des équipements essentiels vers le nord du Burkina Faso. À première vue, rien ne semblait anormal. Les véhicules blindés, les systèmes de communication avancés et les fournitures médicales étaient juste des éléments d'une mission bien orchestrée. Pourtant, quelque part dans la région de Kaïa, à 7 heures du matin, l'impensable s'est produit. Le commandant de l'escorte, un vétéran de 15 ans de service impeccable, ordonna soudainement l'arrêt du convoi, pointant son arme sur ses propres hommes. Ce fut un moment de confusion totale. Les soldats se regardaient, croyant d'abord à un exercice surprise ou une attaque ennemie, mais la vérité était bien plus choquante. Une trahison à grande échelle venait d'avoir lieu. Ce n'était pas simplement un coup d'État, c'était une tentative délibérée de sabotage de l'État, orchestrée par un haut responsable militaire. Mais contrairement à ce que beaucoup auraient anticipé, Traoré ne s'est pas précipité pour envoyer des troupes d'élite à la rescousse. Au lieu de cela, il a opté pour une réponse plus calculée. Il a décidé de prendre son temps, de s'adresser directement au peuple burkinabé, sans entourloupe, sans discours préparé. À travers une vidéo, il a expliqué la situation de manière transparente et posée. Il a confirmé que la trahison avait eu lieu, que des matériels militaires étaient entre de mauvaises mains, mais il n'a pas voulu céder à la panique. Son objectif était clair: reprendre le contrôle sans effusion de sang. Ibrahim Traoré, dès le début, a compris que la situation ne se résoudrait pas par des actions impulsives, mais plutôt par une stratégie calme et réfléchie. Alors que la nation était plongée dans l'incertitude, sa première réaction a été de s'adresser directement à son peuple. Ce geste, bien loin d'une intervention militaire, a pris tout le monde de court. Dans cette vidéo, sans préparation ni discours pompeux, Traoré a pris la parole de manière directe et sincère. Il a reconnu la gravité de la situation, mais au lieu d'utiliser la force brute, il a choisi d'offrir un ultimatum de 48 heures au commandant traître pour se rendre volontairement. Le monde extérieur était sceptique, certains pensant même que Traoré faisait preuve de naïveté, d'autres le qualifiant de faible face à la menace. Mais cette décision de faire face à la trahison avec calme plutôt qu'avec violence a eu un impact immédiat. Cela a envoyé un message fort, non seulement à la nation, mais aussi aux militaires, aux alliés et à ceux qui attendaient de voir comment il allait réagir. Traoré savait qu'une solution militaire classique risquait d'entraîner de lourdes pertes humaines et déstabiliser encore davantage le pays.
Au lieu de cela, il a montré sa maîtrise de la situation, ne laissant aucune place à l'incertitude. Ce choix semblait audacieux, mais en réalité, il était stratégiquement brillant car il posait la question suivante. Qui, dans un tel contexte, aurait l'audace de résister à la pression sociale et à l'opinion publique mondiale? Les premières heures après l'annonce de Traoré furent marquées par une incertitude totale. Le commandant traître et ses partisans restaient dans le contrôle total du convoi, mais Traoré, tout en maintenant une calme apparente, savait que la situation devait évoluer rapidement. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Dans les heures qui ont suivi, le Burkina Faso a été plongé dans une nervosité palpable. La panique s'est emparée de l'armée et des autorités locales, mais aussi de la population qui suivait de près les événements à travers les médias. Le commandant, lui, avait déjà commencé à se préparer à une confrontation s'entourant de ses alliés fidèles. Pourtant, malgré ce qui semblait être un combat pour la survie, Traoré restait implacable. Plutôt que de renforcer les troupes, il a intensifié la pression psychologique sur ses ennemis. Les vidéos de soldats anonymes montrant la position stratégique du convoi juste en face d'une école bondée ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Cette révélation a eu un effet immédiat. L'opinion publique a basculé. Le commandant n'était pas seulement en train de trahir son pays, il mettait en danger des civils innocents. Une telle pression ne pouvait être ignorée. Traoré savait que cette information, bien qu'elle n'ait pas été un indice militaire direct, était cruciale. Le dilemme moral du commandant s'intensifiait à chaque minute. La trahison n'était plus seulement une question d'intérêt personnel ou d'idéologie, mais une question de vie ou de mort pour des civils innocents. Cela a suffi pour retourner l'opinion publique. Alors que le commandant pensait encore pouvoir faire face à la situation, la réalité était tout autre. Chaque minute qui passait réduisait ses chances de maintenir son pouvoir. Traoré avait bien joué sa carte, non pas avec la force, mais avec la vérité. Les militaires qui l'avaient suivi, après avoir vu les vidéos et pris conscience de la réalité de la situation, ont commencé à douter. Peu à peu, les soutiens du commandant se sont effondrés. À mesure que le délai de 48 heures expirait, des signes de désertion ont commencé à apparaître dans les rangs des traîtres. Le soutien qu'ils pensaient avoir était en train de se dissoudre lentement. Traoré n'avait pas besoin de faire une démonstration de force. Il suffisait d'attendre que le commandant traître et ses partisans réalisent qu'ils étaient désormais seuls dans cette lutte. Au fur et à mesure que la crise se développait, Ibrahim Traoré savait qu'il lui fallait agir avec une précision méticuleuse. La vidéo qu'il avait diffusée ne suffisait plus à elle seule à maintenir la pression. Il fallait fournir des preuves concrètes. C'est alors que, pendant les dernières heures avant l'expiration de l'ultimatum, des informations cruciales ont été révélées. Des documents détaillant les transactions financières du commandant traître ont commencé à émerger. Les preuves matérielles étaient irréfutables, un contrat signé par le commandant traître 6 mois plus tôt, prévoyant des paiements à hauteur de 3 millions de dollars, un manoir à Dubaï et des promesses de financement pour des projets de déstabilisation. Ces documents, accompagnés de preuves de transferts bancaires, ont été publiés sur le site officiel du gouvernement. Ce n'était pas simplement une rumeur ou une théorie du complot, c'était une démonstration de trahison pure et simple. Traoré n'a pas seulement exposé les faits, mais il a rendu public le processus même de la corruption qui avait conduit à cette situation. Il ne s'agissait plus d'une spéculation, mais de preuves tangibles. Ces révélations ont fait trembler le commandant et ses alliés, car elles prouvaient qu'il n'avait pas agi par idéologie ou par loyauté envers son pays, mais par pure cupidité. Plus important encore, ces informations ont renforcé la position de Traoré à l'échelle nationale et internationale. Le peuple du Burkina Faso, qui avait suivi cette crise de près, a vu Traoré non seulement comme un dirigeant stratégique,
mais aussi comme un homme qui, loin de s'appuyer uniquement sur la force militaire, savait utiliser l'information et la vérité comme des armes puissantes. Les analystes internationaux, qui, au début, avaient qualifié sa réponse de naïve, ont commencé à réévaluer la situation. Les médias du monde entier ont relayé les documents publiés, augmentant la pression sur le commandant traître qui n'avait désormais plus d'échappatoire. L'effet était immédiat. Les soutiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays ont commencé à s'effondrer. L'opinion publique mondiale a vu en Traoré un leader capable de résoudre une crise avec intelligence et transparence, un contraste frappant avec les solutions violentes proposées par d'autres nations en situation de conflit similaire. Mais il ne suffisait pas de dévoiler ses preuves. La stratégie de Traoré visait à transformer ces informations en un catalyseur pour forcer le commandant traître à se rendre et à faire éclater au grand jour l'étendue de la corruption à laquelle il avait participé. La réponse de Traoré à cette crise militaire a suscité de vives critiques, mais aussi des analyses opposées. D'une part, certains experts ont salué son approche pacifique et sa capacité à éviter un conflit sanglant. Ils ont souligné que, face à une trahison aussi flagrante, l'usage de la force aurait pu mener à une spirale de violence incontrôlable, en particulier dans un pays déjà fragilisé par des tensions internes. Le recours à une stratégie fondée sur la transparence, la pression publique et l'intelligence a donc été perçu comme un choix judicieux. Traoré ne voulait pas seulement récupérer le convoi militaire, il visait à restaurer la confiance dans les institutions burkinabées et à envoyer un message fort contre la corruption et la trahison. Sa capacité à gérer cette situation avec calme et autorité a renforcé sa position politique et il a ainsi prouvé que la force brute n'était pas la seule option face à une crise de cette ampleur. Cependant, il y avait aussi des voix dissidentes, notamment parmi ceux qui considéraient sa décision comme un signe de faiblesse. L'argument selon lequel Traoré aurait dû agir plus fermement a été avancé par certains analystes militaires. Ils ont soutenu que la situation était trop grave pour permettre une telle latitude à un traître et qu'un signe de faiblesse pouvait encourager d'autres actes de trahison à l'avenir. La pression internationale, couplée à la déstabilisation potentielle de l'État, justifiait, selon eux, une réponse plus immédiate et plus radicale. Certains ont également pointé du doigt la possibilité de l'échec de la stratégie, soulignant que si le commandant traître avait résisté à l'ultimatum, la situation aurait pu dégénérer davantage. Ce point de vue suggérait que l'inaction initiale de Traoré, bien qu'intelligente à court terme, aurait pu compromettre la stabilité du pays sur le long terme. Ainsi, la situation s'est transformée en un débat entre deux visions opposées. Une gestion intelligente de la crise favorisant la négociation et la pression psychologique et une réponse plus musclée reposant sur une action militaire immédiate. Cette opposition de points de vue est au cœur de la stratégie de Traoré et la façon dont il a géré la crise laissera des leçons pour les dirigeants à venir. À l'approche du dernier jour du délai imparti, une révélation inattendue a changé la donne. Traoré, qui semblait avoir tout sous contrôle, a fait une nouvelle annonce. Le commandant traître avait non seulement trahi son pays, mais il était également impliqué dans un réseau de corruption beaucoup plus vaste. Ce n'était plus simplement une question de loyauté militaire, il s'agissait d'une vaste conspiration internationale. Le commandant avait signé un contrat avec une entreprise fantôme dans un paradis fiscal, promettant de faciliter la déstabilisation du Burkina Faso en échange de millions de dollars, de propriétés luxueuses et d'une couverture d'assurance pour lui et sa famille. Traoré a publié ce contrat en ligne accompagnant sa révélation d'une analyse détaillée des implications de cette trahison. Cette divulgation n'a pas seulement prouvé la culpabilité du commandant,
Elle a également exposé un système plus large de corruption, avec des ramifications qui allaient au-delà des frontières du Burkina Faso. Cette information a eu l'effet d'une bombe. La pression sur le commandant traître a atteint son paroxysme. Son réseau de soutien, à la fois au sein de l'armée et à l'étranger, a commencé à s'effondrer. Traoré avait réussi à retourner la situation à son avantage avec un simple coup de maître médiatique. La situation a rapidement évolué après la publication des documents incriminants. Les conséquences immédiates ont été profondes. Au Burkina Faso, la réaction de la population a été instantanée. Les citoyens, autrefois incertains quant à la capacité de Traoré à résoudre la crise, ont commencé à soutenir massivement sa position. Les vidéos anonymes montrant la position du convoi militaire à proximité de l'école ont exacerbé le sentiment d'indignation. Le public a rapidement compris que l'action du commandant traître mettait des vies innocentes en danger, ce qui a renforcé la légitimité de la stratégie de Traoré. Mais au-delà de l'émotion populaire, les répercussions ont été encore plus profondes sur la scène internationale. Les nations voisines, qui avaient observé de près la crise au Burkina Faso, ont immédiatement lancé des enquêtes sur des réseaux similaires dans leurs propres armées. Des mouvements de soutien ont émergé pour renforcer la stabilité au sein de la région du Sahel, et plusieurs pays ont commencé à réévaluer leurs alliances militaires avec les groupes corrompus. Le fait que Traoré ait réussi à capturer un traître sans effusion de sang a renforcé son image de leader visionnaire, capable de résoudre des crises complexes par l'intelligence et non la violence. Cependant, les véritables conséquences se sont révélées sur le long terme. Les acteurs extérieurs qui avaient soutenu les conspirateurs ont perdu toute crédibilité et des investigations ont commencé à déstabiliser des structures financières internationales, révélant des réseaux d'investissement douteux et de manipulation des ressources militaires africaines. Sur le plan intérieur, la victoire de Traoré a eu un effet consolidateur sur les forces loyales au gouvernement. La question de la sécurité nationale a été réévaluée et des mesures ont été prises pour renforcer la transparence au sein des institutions militaires et gouvernementales. Mais au-delà des résultats immédiats, la plus grande conséquence de cette crise fut sans doute la transformation de Traoré en une figure d'autorité respectée non seulement au Burkina Faso, mais dans toute la région. Sa capacité à résoudre un conflit majeur sans recourir à la violence a redéfini le leadership en Afrique de l'Ouest. Dans les mois suivant la résolution de cette crise, trois scénarios se sont rapidement dessinés pour le Burkina Faso et pour Ibrahim Traoré. Dans un premier scénario, le plus optimiste, on envisageait un renouveau politique et économique pour le pays. Traoré, ayant consolidé son pouvoir après cette crise, pourrait transformer son leadership en une force stabilisatrice. Avec l'adhésion du peuple et une armée loyale, il pourrait mener des réformes profondes, renforcer les institutions et attirer des investissements internationaux. Le soutien populaire et l'intégrité retrouvée des forces armées offriraient au Burkina Faso une chance de se redresser après des années de troubles politiques et économiques. Ce scénario verrait le pays émerger comme un modèle de gouvernance transparente et d'efficacité en Afrique de l'Ouest, inspirant d'autres nations de la région à suivre cet exemple. Dans un deuxième scénario, plus réaliste, on prévoyait un processus de transition difficile. Bien que Traoré ait regagné la confiance de la population et des militaires, il lui faudrait encore surmonter des défis considérables. Les réseaux corrompus ne disparaissent pas du jour au lendemain, et le pays risquait de connaître des tensions internes dues à des factions encore actives, cherchant à déstabiliser le nouvel ordre. Les pressions extérieures, notamment des acteurs économiques qui avaient dû perdu leurs investissements,
pourrait entraîner des sanctions ou des tentatives de manipulation géopolitique. Dans ce cas, Traoré devrait naviguer entre modernisation et résistance des anciens systèmes de pouvoir, tout en maintenant une paix fragile. Et dans un scénario plus sombre, on envisageait une déstabilisation persistante. La crise avait exposé des fissures profondes dans les fondements de l'État burkinabé. Si Traoré ne parvenait pas à solidifier son pouvoir et à répondre aux attentes du peuple, une révolte populaire ou un soulèvement militaire pourrait surgir. La défaite du commandant traître n'aurait alors été qu'une victoire temporaire et le pays pourrait sombrer dans un cycle de violence prolongée. Les rivaux internes, appuyés par des puissances extérieures mécontentes de la tournure des événements, exploiteraient les faiblesses du gouvernement pour mener une contre-attaque. Quel que soit le scénario qui se réalisait, la gestion de la crise par Traoré allait laisser une empreinte indélébile sur le pays. Les décisions prises dans les mois suivants détermineront la trajectoire du Burkina Faso. Le monde entier observait et Ibrahim Traoré savait qu'il devait être prêt à affronter des défis bien plus grands que ceux qu'il avait déjà surmontés. Pour le peuple burkinabé, l'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un homme qui a surmonté une crise militaire majeure. C'est celle d'un leader qui a choisi de ne pas céder à la violence, mais qui a pris la voie de la sagesse et de la stratégie. Pour les citoyens du Burkina Faso, chaque décision prise par Traoré pendant cette période difficile a eu un impact direct sur leur vie quotidienne. Sa capacité à gérer la crise sans effusion de sang a montré que la gouvernance n'est pas simplement une question de pouvoir, mais de comprendre les besoins et les attentes de la population. À un niveau plus personnel, le choix de Traoré d'opter pour une approche pacifique dans un monde où la violence est souvent perçue comme la seule solution a résonné profondément. Le Burkina Faso, un pays qui a traversé de nombreuses épreuves, a vu en lui un symbole d'espoir et de résilience. Pour les jeunes générations, il est devenu un modèle de leadership éclairé, prouvant que l'intégrité et la stratégie peuvent l'emporter sur la brutalité. L'impact de son choix se fait sentir au-delà des frontières du pays. Il a envoyé un message fort à l'Afrique de l'Ouest, mais aussi au monde entier, sur la manière dont un leader peut naviguer dans une crise complexe avec calme et détermination. Pour ceux qui se trouvent dans des situations similaires, les leçons de Traoré sont claires. La violence n'est pas toujours la réponse. Parfois, il suffit d'un leader qui a le courage de faire preuve d'intelligence, de patience et de transparence pour changer le cours des événements. Les défis auxquels le Burkina Faso est confronté sont loin d'être résolus, mais avec Traoré, il a désormais un leader capable de relever les défis de demain. Un leader qui ne fuit pas devant la difficulté, mais qui choisit de l'affronter avec intégrité. Ibrahim Traoré, après avoir surmonté la crise immédiate, savait que la stabilité à long terme du Burkina Faso dépendrait de réformes structurelles profondes. Pour cela, il a défini un plan en plusieurs étapes visant à renforcer la gouvernance et à éradiquer la corruption qui avait miné les fondations de l'État. Dans un premier temps, l'objectif consistait à réorganiser l'armée en mettant l'accent sur la transparence et la responsabilité. Traoré a ordonné la mise en place de mécanismes de vérification interne pour s'assurer que les officiers n'étaient pas impliqués dans des réseaux de corruption. Il a également créé un comité indépendant chargé de surveiller les contrats militaires et les dépenses publiques, afin d'éviter toute forme de détournement de fonds à l'avenir. Cette réforme a été essentielle pour renforcer la confiance de la population dans les institutions et empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. Dans un deuxième temps, le plan de Traoré a porté sur la réconciliation nationale. Il a lancé un processus de dialogue national invitant toutes les factions politiques et les acteurs de la société civile à participer à des discussions ouvertes sur l'avenir du pays.
Ce dialogue a permis d'apaiser les tensions et de créer un front unifié contre la corruption et les menaces extérieures. Traoré a mis l'accent sur la justice et l'équité, s'engageant à rendre des comptes à la population pour chaque décision prise. Il a également mis en place des programmes de formation pour les jeunes leaders afin de préparer la prochaine génération à une gouvernance plus juste et plus transparente. Pour finir, la dernière étape de son plan visait à renforcer les relations économiques du Burkina Faso avec ses voisins et la communauté internationale. Traoré a cherché à diversifier les investissements du pays en favorisant les secteurs comme l'agriculture, les infrastructures et les technologies. Ce programme de développement a pour objectif de réduire la dépendance à l'aide extérieure et d'assurer un avenir plus prospère pour le Burkina Faso, tout en intégrant des politiques durables pour une croissance inclusive. La crise du Burkina Faso, qui a vu Ibrahim Traoré défier les attentes du monde entier, n'était pas seulement un test de son leadership, mais un moment décisif pour l'avenir de la nation. Il ne s'agissait pas uniquement de la capture d'un traître, mais de la démonstration qu'un véritable leader peut faire face à l'adversité sans recourir à la violence. Traoré a prouvé que la force de caractère et l'intégrité sont les véritables piliers d'un gouvernement stable. Son parcours a inspiré ceux qui, dans des moments d'incertitude, cherchent un guide capable de naviguer avec sagesse et conviction. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui a été changé par cette crise. Le monde a vu un exemple de leadership résilient, où la transparence et la stratégie ont permis de surmonter ce qui semblait être une crise sans issue. Ibrahim Traoré, en refusant de céder à la violence, a redéfini ce que signifie être un leader dans un monde complexe. L'histoire de son courage restera gravée dans la mémoire collective, non seulement au Burkina Faso, mais à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Son message est clair. Un véritable leader ne gouverne pas par la force, mais par la justice, la transparence et la sagesse. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de la crise qui a secoué le Burkina Faso montre que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une voie vers la lumière. Elle nous rappelle que les véritables leaders ne sont pas ceux qui choisissent la facilité, mais ceux qui prennent des décisions difficiles pour le bien de leur peuple. À travers son exemple, Traoré a prouvé que chaque crise est une opportunité de transformation, non seulement pour un pays, mais pour le monde entier. Aujourd'hui, la question se pose. Sommes-nous prêts à prendre exemple sur ce leadership éclairé, à adopter une gouvernance plus juste et plus transparente et à placer l'intérêt commun avant nos propres ambitions? Le Burkina Faso a pris un tournant, mais il appartient à chacun d'entre nous de s'engager à construire un avenir meilleur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire pour nos propres vies, nos propres décisions et nos propres communautés? L'histoire de Traoré n'est pas encore terminée, mais elle continue de résonner comme un appel à l'action. Comment allons-nous répondre à cette invitation à la réflexion et au changement?